rejoint dans le public. On va démarrer notre deuxième partie de soirée qui consiste en la séance officielle de notre conseil municipal. Et je vais donc commencer par l'appel des présents. Joël Girardet, Pascal Vignon, Nathalie Lyon, Cédric Chalon, Michel Longère, Denis Romontet, Virginie Pérou, Bernard Payon, Jacques Berthier, Alain Cotin, Pascal Billet, Alexandre Trotton, Elisabeth Plagnac, Gabriel Desailles, Jean-Luc François, Nicole Colussi, Angelo Romano, Christelle Fabre, Makélie Cherpin, Aurélie Chuseville, Alexandre Boudot est excusé à donner un pouvoir à Cédric Chalon, Édouard Bost, qui n'est pas là, Suzanne Guet, Mathis Cato est excusé, Bénédicte Chirol, Anne Rimbaud est excusé à donner un pouvoir à Jean-Michel Michelot, Mohamed Adjab et Jean-Michel Michelot. Alors je demande à m'exprimer, si c'est possible, en début de conseil. Oui. Eh bien, vous avez la parole. Je vais simplement, avant, désigner un secrétaire de séance. S'il y a un volontaire ou une volontaire, je désignerai de cette façon. Je vois un billet qui sourit, je la désigne secrétaire de séance et je la remercie. Madame Chirol, vous avez la parole. Alors, voilà, j'aurais aimé ne pas intervenir, mais je pense que l'affaire Sauton mérite qu'on s'y arrête 5 minutes, et je ne veux pas faire comme si de rien n'était. Aussi, je m'exprime au nom d'opposition. Je me permets de dire, parce que moi j'ai pas d'avocat, donc je suis obligée de suivre ce que j'ai écrit. Depuis que cette affaire est publique, notre commune est désormais salie, dénigrée, discréditée, raillée, et je dirais même mal représentée. Je fais partie d'un conseil municipal, et la personne qui représente notre village n'est plus à sa place. Qui a envie d'être représenté par une personne qui est poursuivie par la justice pour des faits graves, qui concernent des personnes mineures, fragiles? Alors ne me parlez pas de présomption d'innocence, puisque Martin Sauton a reconnu les faits. Son charmant mea culpa n'y changera rien, les faits reconnus sont bien là, et les méfaits aussi. Avant toute chose, je le répète, je parle bien de notre maire et non de la personne en elle-même en tant qu'individu. Moi, je ne veux pas que ma commune soit souillée, qu'on parle d'elle dans les médias, oui, mais pas pour évoquer des soirées alcoolisées. Même le très sérieux journal Le Monde s'en est fait des gorges chaudes. L'image de marque de notre commune est salie, et cette mauvaise réputation de Thizy-les-Bourgs s'inscrira plus longtemps dans les mémoires qu'une simple gueule de bois. Moi, je n'ai pas envie d'être associé à cette histoire qui jette le discrédit sur notre commune, et indirectement sur nous tous qui œuvrons à ses côtés. J'ai envie de partager un projet communal avec un maire qui inspire le respect, et je suis indignée que ces actes répétés 2 soirs de suite soient si vite pardonnés par les conseillers. Moi, je n'ai pas envie de faire comme si rien ne s'était passé. Je ne ferme pas les yeux. Quand un village est mal représenté par son leader, il faut avoir le courage de le remettre en cause, puisque lui-même n'a pas proposé sa démission. Moi, je vous pose la question. Si le directeur du centre éducatif des Trois Planches avait agi de la telle sorte, croyez-vous qu'il serait encore en poste? Ou si un directeur d'école avait agi de même, croyez-vous que l'équipe enseignante n'aurait pas été indignée et les parents n'auraient pas réclamé à corps et à cri son départ? Ou si un sportif avait agi de la sorte, ses sponsors n'auraient-ils pas immédiatement retiré leur soutien? Moi, je dis la question est la suivante finalement. Êtes-vous toujours fiers d'être représentés par notre maire actuel? Notre commune ne mérite-t-elle pas mieux d'être mieux représentée? Et moi, je suis sûre que depuis 4 mois, vous êtes comme moi, et comme nous 4, puisque je représente l'opposition, vous êtes posé ces questions, et comme nous, vous doutez. Moi, je veux défendre notre commune et son honneur. C'est mon seul but. Je n'ai pas de visée politique personnelle. Mon ambition, c'est ma commune. Je suis bénévole. Je fais partie de l'équipe comme vous tous. J'ai également été élue. Et je tiens à m'exprimer dans le conseil municipal. Si malgré notre plaidoyer, nous, l'opposition, la majorité des conseillers souhaitent continuer à être représentés par notre maire actuel, Martin Sauton, alors je resterai conseiller municipal d'opposition. Mais sachez d'avance que j'en suis fort peiné. Et le mot peiné est faible. Par contre, je suis prête à démissionner si et seulement si nous arrivons par nos démissions collectives à remettre en cause le mandat de notre maire. Si 10 conseillers municipaux remettent leur démission, c'est possible. Alors je vous pose la question, parmi vous, y en a-t-il 6 autres qui veulent bien donner à leur village un maire responsable et digne de respect, 6 qui ne veulent pas cautionner les agissements du maire par une bienveillance qui lui permette de continuer à garder son mandat de maire comme si de rien n'était, 6 qui pensent que l'affaire Sauton dessert l'image de marque de la commune plus qu'il ne la sert,
6 autres qui ne veulent pas fermer les yeux, en plus de nous, 6 qui pensent que ce mandat municipal est discrédité par son représentant principal. Alors si vous joignez vos démissions aux nôtres, ces 10 démissions entraîneront de nouvelles élections. Vous nous connaissez tous, Anne qui n'est pas là, mais qui est excusée, Mohamed, Jean-Michel et moi. Vous savez comment nous contacter et nous pouvons, par une démission collective de 10 conseillers municipaux, exiger d'être représentés dignement. Alors je n'ai qu'un mot à dire, indignez-vous et réagissez. Il est toujours temps de demander à être représenté par un maire digne de respect. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus facile de fermer les yeux. Moi, j'y arrive pas. Je ferme mal les yeux la nuit et ça commence à m'énerver. Donc je m'exprime pour l'opposition, parce qu'on est tous les quatre d'accord. Et je trouve que la fonction de maire, comme celle de vice-président de l'accord d'ailleurs, est une fonction qui exige d'être un tant soit peu responsable, respectable et respecté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas c'est mon avis et je ne pense pas être la seule à le penser. Tizy-les-Bourgs mérite d'être dignement représenté, réfléchissez et agissez. Moi je pense que votre bienveillance muette participe à discréditer notre commune et le rôle du maire. Voilà, la balle est dans votre camp, réagir à l'affaire Sauton en ne fermant pas les yeux, en allant de l'avant, et Tizy-les-Bourgs. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre intervention. Avant de laisser la parole à ceux qui le souhaitent, puisque vous interrogez l'ensemble de cette assemblée, j'ai quand même quelques petits mots à vous dire. Sur cette affaire, je me suis déjà exprimé lors de la dernière séance du conseil municipal, donc publiquement. Je vous rappelle que la procédure judiciaire est toujours en cours et qu'ici, nous ne sommes pas au tribunal. Et s'il y a bien une instance qui peut juger les actes que j'ai reconnus, c'est bien un tribunal et c'est pas autour de cette table que cela peut se faire. Dans la démocratie locale, dans une mairie, dans une commune, si jamais il y a un moment pour évaluer l'action du maire ou pour le juger, c'est le moment des élections, c'est là où l'électeur met son bulletin dans l'urne et la sanction elle tombe tout de suite. Moi je suis très respectueux de la démocratie locale, de la légitimité des élus, tous ceux qui sont autour de cette table, la majorité comme l'opposition, et moi je suis quand même assez surpris par votre comportement, puisque lors du dernier conseil municipal, vous m'avez demandé d'attaquer en diffamation les différents organes de presse. Et ce soir, vous arrivez en dénonçant, et je le partage, le déchaînement médiatique qui s'est abattu sur notre commune, qui s'est aussi abattu sur moi. Mais je voudrais quand même vous dire que je n'ai jamais alimenté la presse depuis le début de cette affaire. Par contre, vous ne voulez pas dire d'y. Et moi, ce que je peux dire, c'est que depuis le début de cette affaire aussi, j'ai mené les affaires de la commune, j'ai porté le programme de mandat pour lequel nous avons été élus, et pendant que l'opposition se pavanait devant les caméras de télévision, moi j'étais avec les chefs d'entreprise de Tizy-les-Bourgs, pour en accueillir de nouveaux. Et des chefs d'entreprise vont arriver sur la commune. Pendant que vous distribuiez des courriers politiques au moment des élections législatives, moi j'étais avec les bailleurs sociaux pour essayer de faire mieux la politique du logement sur notre commune. Et pendant que vous partagiez aussi sur les réseaux sociaux des articles du Monde, alors c'est quand même drôle, puisque vous dénoncez le déchaînement médiatique et la mauvaise image que ça donne, vous êtes les premiers à partager ces articles-là, qui sont malhonnêtes et de mauvaise foi. Pendant ce temps-là, moi je faisais des comités de pilotage pour Petite Ville de demain, pour que notre commune elle avance. Vous voyez, on a quand même un objectif commun tous. C'est que notre commune elle avance et que le programme de mandat, on le mette à exécution. C'est pas le déchaînement médiatique pour l'instant, c'est moi qui parle, vous n'avez pas la parole. Et une deuxième chose qui m'interpelle aussi dans votre démarche, c'est que vous êtes permis, et vous avez le droit, d'écrire à des conseillers municipaux de la majorité pour dire exactement les propos que vous venez de tenir. Alors vous avez écrit à certains, pas à d'autres, alors peut-être que vous avez des affinités avec certains, peut-être pas avec d'autres, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les élus de la majorité, ils sont suffisamment intelligents, c'est aussi pour ça que je suis allé les chercher il y a 2 ans, pour réfléchir par eux-mêmes, et ils l'ont dit, la plupart d'entre eux, pour prendre des décisions tout seuls, sans céder ni à la pression, ni au chantage. Voilà ce que je vais vous dire en réaction à ce que vous venez de dire. Je n'en dirai pas plus sur le fond, parce que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire lors de la dernière séance, et encore une fois, la procédure est en cours. Elle sera soldée le 1er septembre, vous avez pu lire ça dans la presse, et je n'en dirai pas plus ce soir. En tout cas, je laisserai la parole aux conseillers municipaux qui souhaitent s'exprimer. Mais moi, ce qui me porte aujourd'hui, c'est notre programme de mandat que je souhaite mener à bien. On fera le bilan dans quelques semaines, on entamera la phase 2 de notre plan de mandat, puisqu'on a bien travaillé sur ces 2 premières années. Il faut qu'on continue à le faire, il y a des enjeux trop importants
pour qu'on puisse tomber dans les instrumentalisations politiques d'une affaire, évidemment, que je regrette, je l'ai déjà dit, je le redis, mais je pense que c'est un peu trop facile d'instrumentaliser tout ça, parce que ce que vous proposez, c'est de faire perdre 6 mois à la commune de Thizy-les-Bourgs, c'est provoquer une élection anticipée, et je pense que c'est bon ni pour nous, et encore moins pour les habitants de Thizy-les-Bourgs et pour son développement. Voilà ce que je voulais dire en réponse à ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a des conseillers municipaux qui souhaitent s'exprimer? Je me suis déjà exprimée la dernière fois. Je pense que personne ne nous fera changer d'avis. Je pense qu'on doit être droit dans ses baskets. On prendra des décisions quand ça sera le moment. Comme j'ai dit, il y a l'enquête qui est en cours. Bon, intentionnellement, j'ai été contactée plusieurs fois par la presse. Il est hors de question que je réponde à quoi que ce soit. Tous autour, on est bien conscients, il n'y a pas vous qui dormez mal non plus. Hein. Je pense qu'on est tous élus pour aller de l'avant. Si nous n'avons pas démissionné le jour du budget, c'est parce qu'on veut aller de l'avant. On défend notre commune autant que vous. Et après, la justice fait son devoir. Donc voilà, c'est ni Madame Rimbaud qui a écrit à certains d'entre nous, intentionnellement ou pas intentionnellement, mais voilà, on est tous dans le même bateau. C'est difficile pour tout le monde aussi. On ne va pas non plus renier tout ce que Martin a fait. Je ne pardonne pas du tout ce qu'il a fait non plus. Je pense que c'est grave, contrairement à ce que d'autres conseillers pensent. Mais la justice fait son travail et il faut la laisser faire sans médiatique ni quoi que ce soit. Voilà. Et pour l'instant, on travaille pour notre Thizy-les-Bourgs. On s'est battu. Donc voilà, c'est tout. Et ni la majorité, ni quoi que ce soit, je parle personnellement, je prendrai mes responsabilités quand il faudra et personne ne me les dictera surtout. Voilà. Deux choses, on n'est pas responsable de la... Merci beaucoup, vous n'avez pas la parole pour l'instant. Je vous rappelle que le président de séance donne la parole à qui la demande. Je veux remercier Nathalie pour les propos qu'elle vient de tenir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Tania, vous avez la parole. Moi, j'ai juste 2 mots à dire. Je vous dis tout de suite, je dors très bien. Il y a eu une affaire, certes, mais l'objectif, c'est Thizy-les-Bourgs, de faire avancer Thizy-les-Bourgs et de travailler pour Thizy-les-Bourgs. Donc, c'est mon objectif. Alors, Merci beaucoup. Qui demande la parole? On va essayer d'être assez rigoureux dans la gestion de cette séance, vu la façon dont vous souhaitez qu'elle commence. Monsieur Adjab, Madame Tirol, lequel de vous deux prenez la parole? Monsieur, allez-y. Monsieur Adjab, vous avez la parole. merci, mais on va être calme, c'est serein. Il n'y a aucune attaque personnelle, il n'y a aucune attaque... il n'y a aucune attaque, mais dans le sens que les faits, ils sont quand même assez graves. Et nous, notre attitude, c'est aussi penser aussi aux victimes. Après, on n'a pas été voir Le Monde, on n'est pas parti voir d'autres chaînes, donc, mais je ne comprends pas cette façon de faire. Après, moi, je reviens sur une chose qui nous anime tous, hein, c'est notre vie. Après, voilà, il s'est passé ce qu'on a pu entendre. Laissons faire la justice tranquillement, mais il n'y a pas vraiment de mise au bûcher de la mer. On se pose des questions qui me semblent comme légitimes, c'est tout. Moi, ce que je voulais dire, oui, effectivement, on n'est pas responsable de l'emballement médiatique, on n'est pas responsable de l'image qui se ternit. Il y a quand même quelque chose d'évident. Moi, je dors mal la nuit. Peut-être un peu con, hein. Mais j'étais chef d'entreprise. Je pense que si j'avais fait des choses pas très sympas, j'aurais donné ma démission et j'aurais dit, je pense que les gens sont tombés à prendre le relais et que... Voilà, bon, après, peut-être que je suis un peu trop... Peut-être que je mets trop la notion de maire, de respectabilité et de... Peut-être que Martin travaille très bien, ça, j'ai pas de doute là-dessus, mais il y a un moment, quand on fait des choses pas très respectables, moi je trouve que des rôles respectables comme celui du maire, c'est digne d'intérêt et ça mérite d'être porté par quelqu'un qui se comporte correctement. Voilà. Je parle du maire, je parle pas de l'homme, hein, on est d'accord. Après, je n'interviendrai plus. Je n'ai obligé personne non plus. Hein. Je n'ai pas fait de chantage, je ne sais pas si vous avez vu du chantage. Il n'y a pas de chantage. Là, je parle à tout le monde, donc il n'y a pas de... C'est clair, vous me connaissez, vous nous connaissez.
Voilà, s'il faut continuer à travailler, ben, il faut continuer à travailler. C'est parti. Merci, votre point de vue a été entendu. Simplement rajouter une dernière chose avant qu'on passe en fait au sujet qui intéresse vraiment nos habitants, c'est-à-dire la séance de travail qui nous attend derrière. C'est que les personnes qui auraient envie de partir, elles auraient pu le faire depuis le 4 avril, puisque ce soir-là, j'ai reconnu les faits pour lesquels je suis poursuivi. Les faits seront les mêmes le 1er septembre. L'objectif, c'est de faire démissionner le maire. C'est pas de partir en disant je pose sur la table, débrouillez-vous. Je suis dans l'opposition, j'ai le droit de m'exprimer et je ne dois pas partir pour vous laisser la place. Il n'y a déjà pas grand monde, donc... C'est plus clair comme ça. Voilà, je suis là. Allons-y. Merci beaucoup. Je propose que nous attaquions la séance de travail. C'est pourquoi nous avons été élus. Je dois vous faire approuver le procès-verbal de la séance du 4 avril 2022. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations sur ce procès-verbal? Vous l'avez tous reçu. S'il n'y a pas de remarques, je le mets aux voix. Qui est d'avis d'adopter? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc nous avons 4 personnes qui ne participent pas au vote. Je dois vous faire approuver l'approbation d'un rapport complémentaire que je souhaite vous présenter ce soir concernant une subvention exceptionnelle que je souhaite vous proposer au profit du comité des fêtes de Marvan. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à ce que nous présentions un rapport complémentaire? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. On étudiera ce point après le point numéro 12. Nous passons au premier point à l'ordre du jour de cette séance, qui est une décision modificative numéro 1 au budget annexe commerce de Mardor. Vous avez les chiffres dans le tableau pour vous présenter un peu le contexte de cette décision modificative. Elle est purement d'ordre comptable, puisque vous savez que nous avons vendu l'ancienne boulangerie de Mardor et qu'il convient de procéder aux écritures comptables nécessaires à l'encaissement du produit de la vente, mais également à la sortie de l'inventaire de ce bâtiment-là, ce qui fait que nous avons un jeu d'écriture budgétaire à mettre en œuvre. Vous voyez dans les recettes, notamment les 115 000 €. Donc là, c'est le produit de la cession que nous encaissons. Et ensuite, les 138 800 €, les 650 €, les 24 000 sont des opérations d'ordre budgétaire de sortie d'inventaire. On retrouve en section d'investissement ces opérations d'ordre-là pour 138 800 € en recettes et 139 450 € en dépenses, ce qui nous fait en fait des budgets équilibrés, et nous avons déjà d'ailleurs encaissé la recette de 115 000 € produit de cette vente. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Je vois cette DM qui est pour. Merci beaucoup. Le rapport numéro 2, qui ne concerne pas des recettes mais des dépenses, cette fois-ci, c'est de l'extinction de créances irrécouvrables. Malheureusement, on vote ce type de rapport chaque année, puisque, comme vous le savez, la commune facture un certain nombre de prestations aux habitants, et notamment la facturation de la cantine. Et nous avons affaire parfois à des familles qui ont, pour diverses raisons, des problèmes pour régler les factures de cantine. Et là, nous avons des créances qui datent de 2017, 2018 et 2019. Ce sont des familles qui sont parties, ce sont des créances dont on sait qu'on ne pourra pas les recouvrir. Et donc, on propose de les sortir du budget pour un montant total de 696 €, ce qui constitue budgétairement une dépense pour la commune. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Oui. Oui. Est-ce qu'on pourra un jour avoir le courage d'avoir une cantine à 1 €? À la limite, là, tout ça, on aura plus les 696 €. Ah, il ne s'agit pas d'une décision courageuse. Non, mais c'était pour dire qu'il s'agit d'une décision on aura moins quand même peut-être. Confidentielle, mais il faut, en fait, c'est une question beaucoup plus profonde que ça. Oui, non, mais je comprends bien, c'était pour mettre un débat encore ouvert sur... On aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine séance, mais la cantine à 1 €, ça veut dire que la différence entre le coût de revient d'un repas, qui est d'environ 7 €, oui, et l'euro que vous proposez de facture aux familles, ça fait 6 €. Multiplié par le nombre de repas par jour, parce qu'en fait, au bout du compte, c'est qui paye, c'est la question. mais vous savez très bien qu'il y a des aides quand même au niveau des départements, des régions pour avoir l'attribution de 1 € à la cantine. Mais ça,
ça, mais c'est un débat. À la limite, on pourra avoir ce débat au moment où on tranquillement. proposera. Mais voilà, c'était une simple remarque en disant que 3,50 €, c'est pas cher, hein, faut pas être honnête, mais si on pouvait vite avoir une réflexion commune sur le 1 €. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on achète nos repas 3,34 € TTC, qu'on a tous les frais personnels qui vont avec pour arriver aux 7 € dont je viens de vous parler, qu'on facture 3,50 €. C'est-à-dire qu'on facture à la moitié du coût de revient d'un repas. On est en train de consulter pour les prestataires qui nous fournissent les repas pour qu'on soit prêts pour la rentrée. Il est probable que demain, on n'achètera pas 3,34 €. Je ne peux pas vous dire combien, puisque la consultation est en cours. Mais vous avez remarqué que ce soir, je ne propose aucune augmentation de tarif des cantines. Quand bien même, on sait qu'à la rentrée, on paiera des repas plus chers d'au moins 20 centimes. Donc, au moins pour une première partie de l'année scolaire, puisque la rentrée sera le 1er septembre, et on est le 28 juin, il est peu probable que je vous réunisse au mois d'août pour voter une augmentation des tarifs de cantine, mais ça veut dire qu'on fait, pas un cadeau, mais on fait aussi encore un effort envers les familles pour aussi favoriser leur pouvoir d'achat qui est déjà bien assez imputé par d'autres phénomènes que vous connaissez bien. Donc, aujourd'hui 3,34, demain plutôt 3,60 quasiment. Ceci dit, on reste au tarif que vous avez voté dernièrement de 3,50. Donc ça veut dire qu'à partir du 1er septembre, on fera encore un effort financier supplémentaire envers nos familles, mais on aura l'occasion d'en discuter lors d'une séance d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je mets au voie le fait d'éteindre les créances que je viens de vous présenter, qui est pour. Merci beaucoup. On continue sur les rapports financiers qui sont bien loin des chiffres dont on a parlé le 4 avril. Ici, je vous propose de régulariser la cession de biens communaux antérieurs et très antérieurs parfois à la création de notre commune nouvelle. Donc c'est des biens qui ont été vendus par les anciennes communes, par le premier à Tizy qui a été vendu récemment. Il s'agit en fait de régulariser sur notre inventaire, de sortir ces biens qui ont été vendus puisqu'ils y étaient encore inscrits. Donc on propose de réintégrer ces biens, enfin de plutôt les enlever de notre inventaire pour qu'on puisse avoir un inventaire qui soit bien à jour. Cette question, c'est une régularisation assez banale. Il n'y a pas de question. Qui est pour? Merci beaucoup. Le point numéro 4 concerne notre service d'aide à domicile et particulièrement le portage des repas à domicile pour les personnes âgées ou non âgées, mais pour les personnes qui en auraient besoin. Vous savez que ce service était porté, on va dire, de façon conjointe entre la commune et CCAS jusqu'au 31 décembre 2021. Que depuis le 1er janvier 2022, c'est notre association locale qui a repris la gestion de ce service, avec réintégration des agents qui le souhaitaient, réintégration aussi du matériel qui a été cédé par le CCAS à l'association. Et nous avions 2 véhicules de service qui étaient mobilisés pour ce service de portage de repas. Et je vous propose ce soir que nous puissions céder ces 2 véhicules à l'association d'aide à domicile pour qu'ils puissent, alors je vous avoue qu'ils s'en servent déjà, mais il faut que nous délibérions de façon officielle pour céder à l'euro symbolique ces 2 véhicules. Vous les connaissez, ces véhicules ne sont pas d'une grande valeur, et c'est pour ça que je vous propose aussi, pour aider l'association locale, de céder ces 2 véhicules à l'euro symbolique. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'on a une idée d'une valeur à peu près de ces 2 véhicules? Non. On a peut-être la valeur qui vient à l'actif, mais on dit elle est à 0. Ouais. C'est déjà une valeur. Elle est déjà amortie depuis très longtemps. La valeur à l'actif est à 0. D'accord. Je pense qu'il y a des véhicules qui valent entre 1 000 et 2 000 euros chacun. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, qui est pour? Merci beaucoup. Le point numéro 5 concerne les aides à l'habitat. Je vous rappelle, 3 dispositifs sont en place sur la commune. Le dispositif revitalisation des centres-bourgs qui concerne les publics qui sont éligibles aux aides de l'ANA. L'opération Massif Central pour les publics qui ne sont pas éligibles au fonds ANA. Et le dispositif ravalement de façade. Sur le premier, nous avons 5 dossiers à vous proposer. Monsieur Bruno Carry à Marc-d'Or qui effectue 19 000 € de travaux. Il obtient une aide de MaPrimeRénov' de 8 601 €, une aide de l'accord de 3 200 €, et comme nous sommes en périmètre hors revitalisation,
l'aide communale proposée de 1 600 €, ce qui porterait la subvention totale à 13 401 € pour 19 000 € de travaux. Le second dossier, à la chapelle de Mardor cette fois-ci, c'est important de le dire parce que ça montre aussi que ces dispositifs, ils profitent à l'ensemble des habitants sur l'ensemble de nos communes déléguées. Madame Isabelle Bailleron, 20 000 € de travaux pour une chaudière à grappiller. Elle obtient une aide de l'accord de 1 000 €, une aide de la commune de 500 €, ce qui porte l'aide totale à 1 500 €. J'anticipe une question qui peut arriver. Pourquoi certains sont beaucoup aidés, pourquoi d'autres le sont moins. Pour ce dossier-là, par exemple, on a seulement un poste de dépenses, un poste de travaux. Et pour ceux qui suivent les différents règlements qui sont très complexes, hein, qui sont votés par l'accord, il est plutôt incité aux habitants d'effectuer des programmes de rénovation globale de travaux, ce qui fait que les projets à un poste de travaux sont beaucoup moins élevés que les autres pour inciter à plus de performance. C'est pour ça que vous avez des différences de subventions qui sont relativement importantes entre chaque dossier. Ensuite, nous retournons à Mardor pour Marie-Thérèse Place, qui effectue des travaux. Donc on a deux dossiers différents. Le premier, 22 713 € de travaux, une aide de l'ANA de 2 883, des certificats d'économie d'énergie pour 4 000 €, une aide de l'accord de 2 667 € et donc une aide communale proposée de 1 333,50 €, soit 10 800 € de subvention. Et un second dossier qui concerne la mise en accessibilité des logements pour les personnes en perte d'autonomie, 8 600 € de travaux pour un monte-escalier, une aide de l'accord de 576 €, donc une aide communale de 288 €, soit 864 € de subvention. Et enfin, M. Béroux, pour 12 450 € de travaux, là avec des travaux multipostes, on voit bien la liste des travaux qui sont indiqués dans le tableau, une aide de l'ANA de 6 798 €, une aide du département de 500, de l'accord de 1 331,50 €, et là on est en périmètre de revitalisation, ce qui fait que l'aide communale est identique à celle de l'accord, ce qui porte la subvention totale à près de 10 000 € pour 12 000 € de travaux effectués. Nous avons un dossier dans l'opération Massif Central, donc pour les personnes qui sont non éligibles aux aides de l'ANA, M. Julien Brun, sur la commune déléguée pour de Tizy, pour un montant de travaux de 16 864 €, une aide de l'accord de 1 833 € et donc une aide communale proposée de 916 €, sur une subvention totale de 2 749 €. Et enfin, j'en arrive au dispositif façade. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier, la commune de Tizy-les-Bourgs a décidé d'être plus offensive sur les aides au rabattement de façade. Et on va le voir très concrètement ce soir, puisque 4 dossiers vous sont proposés. Le premier, monsieur et madame Burnichon, qui effectue des travaux pour 12 439 €, obtient une aide de l'accord de 800 €, une aide de la commune grâce à notre nouvel dispositif de 3 362 €, ce qui porte l'aide totale à 4 162 €. Dans l'ancien dispositif, ces personnes auraient bénéficié de 1 600 € de subvention au total. Donc on voit bien l'effet levier du dispositif que nous avons mis en place, et on voit aussi parce que le nombre de dossiers qui arrivent sont de plus en plus importants. Madame Guérin à Tizy effectue 6 700 € de travaux, une aide de l'accord de 277, une aide communale de 3 072, une aide totale donc de 3 350 au lieu de 544 dans l'ancien dispositif. Monsieur Robert Fillon pour 10 200 € de travaux, une aide de l'accord de 1 052 € et une aide de la commune de 3 947 €, ce qui porte la subvention au plafond que nous avons fixé, c'est-à-dire 5 000 €. Ces personnes auraient eu 2 100 € dans l'ancien dispositif. Et enfin, M. Belus à Tizy, qui effectue des travaux pour 5 078 €, obtient une subvention de 428 € de l'accord et de 2 111 € de la commune, ce qui nous fait une aide totale de 2 539 € au lieu de 852 € dans l'ancien dispositif. 50% d'aide. Vous vous souvenez, un dispositif qu'on a mis en place à Tizy-les-Bourgs, spécifiquement, c'est 50% d'aide plafonnée à 5 000 €. Donc jusqu'à 10 000 €, les gens ont 50% d'aide, et au-dessus, ils ont 5 000 € de subvention. Et on fera un bilan à la fin de l'année de cette première année de ce nouveau dispositif. On voit bien que l'effet levier de la force publique est là, puisqu'on a un nombre assez important de dossiers, mais c'était aussi l'objectif. Et n'oublions pas que tout cela contribue évidemment à l'amélioration du cadre de vie dans nos centres-bourgs et dans nos villages. Ça contribue aussi à la bonne activité économique de nos artisans locaux qui ont des carnets de commandes qui sont pleins au moins pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ouais.
qu'on soit occupant ou bailleur, les aides changent ou c'est kiff-kiff? C'est les mêmes choses, simplement quand on est propriétaire bailleur, quand on bénéficie des aides de l'ANA, il y a des conditions dans lesquelles on ne peut pas relouer ou revendre son logement durant un certain temps. Sinon les montants sont les mêmes. Évidemment, quand on est propriétaire bailleur aussi, il y a des conditions sur les montants des loyers qu'on applique à ses locataires. Pour que la subvention elle se traduise aussi pour le locataire. Ce qui est plutôt logique. Par contre, c'est toujours à Tizi, en fait, le deuxième étage, le guichet unique, c'est un peu plus. Pardon. Pour avoir les aides, là. Si, admettons, il y a une personne... Alors, en fait, il y a une seule porte d'entrée pour les aides, c'est la plateforme énergétique de l'accord, par téléphone. Ouais. Et suivant vos niveaux de revenus, vous êtes orienté vers deux opérateurs. Enfin, un opérateur parmi deux. Si vous êtes éligible aux aides de l'ANA, donc avec des niveaux de revenus plus bas, vous êtes orienté vers Solia. Et donc, c'est Solia qui effectue des permanences délocalisées sur les communes. Et la permanence a toujours lieu ici, si je ne me trompe pas, au fond du couloir. Et si vous êtes dans un niveau de revenu qui est plus élevé, donc vous n'êtes pas éligible aux aides de l'ANA, mais à un autre dispositif, vous serez accompagné par l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône, qui vous accompagnera de la même façon, mais vers d'autres dispositifs d'aide financière. En tout cas, la permanence est toujours ici, mais il y a toujours un seul guichet unique pour instruire l'ensemble des demandes, y compris pour l'aide aux façades. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces aides à l'habitat qui sont très importantes? On fera un bilan chiffré peut-être à l'automne pour vous dire le nombre de dossiers et aussi la maquette financière par rapport à ce qu'on avait prévu, mais je pense qu'on va être au-delà de ce qu'on avait espéré, parce que c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que ce qu'on a décidé répondait à un besoin. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre aux voix ces aides qui est pour. Merci beaucoup pour le point numéro 6 qui concerne nos relations avec la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien qui propose divers services communs mutualisés et notamment celui de l'assistance à la passation des marchés publics avec un fonctionnement à la carte et à la prestation pour vous proposer qu'on réadhère à ce service-là. On y adhérait déjà. Nous nous en servons à Tizi-le-Bourg uniquement sur l'abonnement à la plateforme qui nous permet de mettre en ligne nos marchés publics, sachant que les marchés publics de Tizi-le-Bourg sont préparés par les agents de la commune et les analyses des marchés sont parfois faites par nos agents et parfois par nos maîtres d'œuvre quand nous en avons sur les grosses opérations. Donc on a simplement une contribution qui reste faible, je n'ai pas le montant en tête, mais on peut vous donner, mais uniquement pour la plateforme de dématérialisation des marchés publics. Sachant qu'il y a d'autres communes qui n'ont pas l'ingénierie que nous on peut avoir, qui confient à l'accord le montage des marchés, l'analyse et jusqu'à l'attribution, proposition d'attribution par les commissions d'appel d'offres. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je vais devoir ce rapport pour le service comme un marché public qui est pour que la commune adhère à ce service. Merci beaucoup. Un autre service mutualisé nouveau, cette fois-ci, proposé par l'accord, mais qui en fait résonne à un échelon départemental, voire national. Donc c'est le service en conseil en énergie partagée, économie de flux, puisque le SIDER, donc le syndicat d'électricité du Rhône, a répondu à un appel à projet en fin d'année dernière, en compagnie de l'Agence locale de la transition énergétique qui a monté le dossier pour qu'on puisse accompagner les territoires sur l'analyse et la réduction des consommations énergétiques des bâtiments communaux. Donc c'est un programme qui s'appelle Sequoia au niveau national, Mimosa au niveau départemental, c'est très beau. Et donc ça nous permet en fait de bénéficier d'un accompagnement en ingénierie avec une personne physiquement présente auprès de nous pour analyser les consommations énergétiques de nos bâtiments, nous donner des préconisations de performance énergétique, nous alerter aussi parfois sur des consommations anormales, puisque quand on n'a pas un suivi régulier avec le nombre de bâtiments importants que nous avons, on peut parfois passer au travers d'anomalies. Et ensuite, on va aller vers un accompagnement un peu plus poussé, et là c'est plutôt l'agence de la transition énergétique qui va nous faire, d'analyse complète d'un bâtiment, dans toutes ses composantes, isolation, menuiserie extérieure, mode de chauffage, pour ensuite nous proposer différents scénarios, donc du plus haut où on vise une performance très forte, jusqu'au moyen, jusqu'au plus bas.
va en fonction après des volumes financiers que la collectivité est prête à mettre en face. Donc c'est plutôt un service qui est très intéressant. Ça nous permet aussi d'adhérer à une plateforme qui s'appelle Adviseo, qui va permettre de suivre régulièrement et en fait quasiment en temps réel la consommation des bâtiments qui sont reliés à cette plateforme. Et tout ça nous amène à une durée de 2 ans, puisque c'était 2 ans, et donc ça se terminera en fait, puisque ça a démarré déjà en mars de l'année dernière. La première année, l'accord avait concentré ce service sur ces bâtiments à elle, et en 2022 propose aux communes. Mais ce programme s'arrêtera, on va dire théoriquement, en mars 2023. Après, il restera aux collectivités, communes, corps et CIDER de réfléchir ensemble à comment on peut maintenir ce dispositif dans la durée, parce que ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse le pérenniser, parce que c'est pas en 1 an qu'on aura le temps d'analyser l'ensemble des consommations de nos bâtiments. Donc on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Jean-Michel? Oui, alors juste, je vais corriger déjà un tout petit peu. La plateforme de gestion ne s'appelle pas Adviseo, c'est Operette. Je connais très bien cette solution, vu que je l'ai vu développer. C'est la société qui s'appelle Adviseo et sa solution globale qui s'appelle Adviseo. Je le connais très bien parce que c'était une filiale de mon ancien employeur. Donc probablement, je connais personnellement le commercial d'Adviseo. Donc, oui. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est une solution qui a mis plusieurs années à être développée, qui marche plutôt bien depuis à peu près 2 ans à peu près. Donc c'est une très bonne, on pourrait longtemps en discuter. Il s'agit d'analyser dans chaque locaux, dans chaque bâtiment, ses consommations et de remonter une plateforme, voilà, comme vous l'avez bien tout à fait expliqué. Mais voilà, donc c'est une très très bonne solution. Merci beaucoup. Ce que je propose aussi, c'est qu'on puisse inviter lors des prochaines séances un peu sur le même mode qu'on vient de faire là, tout à l'heure, inviter l'économe de flux qui est attitré à notre territoire pour qu'il puisse vous présenter un peu tout ça. À la fois l'aspect plateforme qui est très technique mais qui est quand même très intéressant quand même, puisqu'on va doter nos bâtiments d'outils de relève, télé-relève, enfin qui permettront, je ne suis pas technicien, peut-être que je me trompe dans les termes, mais en gros on a une plateforme qui nous permet de suivre la consommation de nos bâtiments et on fera venir un peu l'économe de flux pour qu'il nous explique un peu comment il travaille. Et en fait, au-delà d'avoir des chiffres devant nous, quelle perspective ça ouvre pour que ces chiffres puissent aller à la baisse. J'attire votre attention quand même sur les coûts de l'énergie qui vont fortement augmenter, puisque le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement s'adresse aux particuliers, mais il ne s'adresse pas ni aux professionnels, ni aux collectivités. On y reviendra juste après sur un autre rapport, mais j'attire votre attention et du coup à votre bienveillance aussi de gestion de consommation électrique notamment et gaz pour les bâtiments chauffés au gaz, puisqu'on a affaire à 2 types d'énergie qui vont augmenter très fortement dans les années qui viennent. On nous annonce parfois 600% d'augmentation sur certains d'entre elles, donc il faut quand même qu'on soit vigilant, qu'on s'y prépare. Vous vous souvenez, on a parlé du CIDER lors d'une dernière séance. Le CIDER avait déjà anticipé dès cette année une cotisation supérieure à ce que devait être pour anticiper les hausses à venir. En tout cas, voilà, c'est un sujet qu'il faut qu'on garde dans le coin de notre tête et l'outil qu'on propose d'adhérer ce soir va aussi dans le sens de la maîtrise de nos consommations d'énergie dans nos bâtiments. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? S'il n'y en a pas, je vais envoyer ce rapport qui est pour. Merci beaucoup. Eh bien, nous y venons. Le point numéro 8 me permet de vous proposer ce soir d'adhérer à un groupement de commandes pour l'achat d'électricité et des services associés auprès du CIDER, puisque, comme vous le savez, les tarifs réglementés ont été réglementés de façon différente depuis maintenant 3 ans, puisque depuis 2019, les professionnels et les collectivités ne sont plus logés à la même enseigne qu'auparavant, sauf pour les personnes qui emploient moins de 10 personnes, ce qui n'est pas notre cas. Et donc, il est préférable, dans le contexte actuel encore plus, que nous puissions grouper les forces. Et le CIDER nous propose d'adhérer à un groupement de commandes qui permettrait d'avoir un volume de kilowattheure, c'est pas du kilowattheure, c'est du kilowatt KVA, voilà, 36, voilà, c'est ça, beaucoup plus important. Je ne suis pas technicien, mais en tout cas, toutes les communes qui souhaiteront adhérer viendront apporter, entre guillemets, leur volume de consommation électrique, ce qui nous permettra de négocier, on l'espère, des tarifs beaucoup plus intéressants
même si on sait d'ores et déjà qu'ils seront beaucoup moins intéressants que ceux qui nous sont pratiqués aujourd'hui. Mais qu'on l'ait en tête. En tout cas, on va essayer au niveau départemental de donner les moyens d'aller négocier des tarifs grâce à ce groupement de commandes qui sera porté par le SIDER. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, alors j'ai pas tout à fait une question parce que j'ai bien vu le rapport. Je voulais revenir sur un point qu'on avait déjà proposé il y a quelques temps, et ce sera l'extinction de l'éclairage public après une certaine heure. Je vais vous en parler de ce point-là, et je vais illustrer de façon très concrète. Hier, le prix spot, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le prix spot, c'est le prix de l'électricité sur le marché européen à 24 heures. Donc le prix spot hier était aux alentours de 350 € du mégawattheure. Ça, c'est la moyenne de la journée. Le prix au pic de consommation, c'est-à-dire à 19 h, c'était 400 € du mégawattheure. Afin que vous fassiez que vous compreniez ce que ça veut, le prix de vente au tarif réglementé, c'est 174 € du mégawattheure. Et c'est déjà le prix de vente. Donc, en fait, toutes les économies qu'on pourrait faire et sur le poste électrique, c'est que de l'économie, et éclairer. Et dans l'éclairage public, c'est pas seulement une préoccupation environnementale, c'est une source simple d'économie. Alors on pourrait rappeler effectivement l'installation de lampadaires LED sur la commune, qui consomme 75% d'électricité au moins, je crois. Là, ce qu'on vous propose, c'est plutôt 100% de truc. C'est un choix qui a été fait par plus d'une commune sur 3 en France, l'extinction de l'éclairage public la nuit. À l'heure où certains de nos concitoyens ont du mal à payer les factures d'énergie, la municipalité doit montrer l'exemple, et pas seulement l'exemple. Pas seulement la municipalité. On pourrait inciter les commerces qui ne le font pas encore à éteindre leurs enseignes lumineuses quand ils sont fermés, ou à préférer des devantures sobres en énergie et en ressources. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous parce qu'en effet, tout ce que je viens de vous dire et tout ce qu'on a échangé auparavant, ça va devenir un enjeu très important. Alors, on n'a pas attendu que la situation géopolitique et économique mondiale en arrive à ce point-là pour agir, parce qu'on a déjà quand même fait des choses au niveau communal avec l'installation de, si on les prend tous en compte, environ 80 candélabres photovoltaïques, donc autonomes sur l'ensemble de la commune. Par contre, il faut qu'on arrive à faire des choses intelligentes. Parce que dans les centres-bourgs plus urbains, peut-être qu'il y a un aspect sécurité qui rentre en compte, peut-être que la vidéoprotection fonctionnera un petit peu mieux si c'est éclairé que si ça l'est pas. Moi, ce que je vous proposerai dans les mois qui viennent, puisque c'est une proposition qui nous a été faite par le SIDER, c'est de mettre en place ce qu'ils appellent le contrat de performance sur l'ensemble du périmètre communal. Alors, il faudra qu'on regarde ensemble ce que ça implique en termes de financement apporté par la commune, et peut-être que ce qui se passe actuellement va changer un peu les règles du jeu, mais l'idée générale, c'est d'arriver sur la commune et de remplacer d'un seul coup l'ensemble des candélabres, des points lumineux, entre guillemets, de la commune. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant des petites opérations, c'était vertueux, il n'y a pas de problème, on a quand même une force de frappe beaucoup moindre que si on intervient sur l'ensemble du parc des points lumineux. Donc ce que nous propose le SIDER, avec des conditions financières qui restent à établir, évidemment, et puis surtout à étaler dans le temps, parce qu'on est sur une opération pour une fourchette large, entre 1,5 et 2 millions d'euros. Moi j'ai répondu sur le principe favorablement à la proposition du SIDER. Pourquoi? Parce que déjà, on sera beaucoup plus performant, ça veut dire que tous les fluos, on les enlève et on passe en LED de partout. Il sera possible de passer en photovoltaïque là où les endroits, les implantations le permettent. Et surtout, on va pouvoir gérer notre réseau d'éclairage public de façon complètement différente d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des armoires placées à certains endroits qui gèrent un volume très important de points lumineux, ce qui nous permet qui nous empêche de couper parce que du coup, on coupe un quartier et pas celui qu'on voudrait. Et avec le nouvel outil qui est en train de déployer le SIDER, on va pouvoir gérer notre parc au point lumineux près. C'est-à-dire qu'on pourra faire des regroupements, on va cliquer sur un seul bouton plutôt que sur 500 boutons, mais on pourra le faire. Et les nouveaux candélabres qui seront installés seront aussi équipés d'autres capteurs qui nous permettront de gérer aussi d'autres soucis de captation de la faune et la flore, de la qualité de l'air, enfin toutes des choses comme ça. Et donc moi j'ai répondu oui sur le principe, parce que maintenant le SIDER est en train de travailler sur la mise en œuvre opérationnelle de cette opération, et le président du SIDER viendra nous voir au cours d'une séance pour nous présenter tout ça, à la fois sur la technique,
finances, évidemment, il faudra bien qu'on regarde ça, et puis leur mission qu'on portera avec le CIDER pour à la fois réduire les consommations et puis avoir une exemplarité, comme vous venez de dire, je partage ce que vous avez dit. Oui, en fait, je veux dire, dans mon quartier à Colin, en fait, il y a un lampadaire qui est en plein milieu qui n'éclaire que des arbres. C'est un truc, on retrouve partout. Et en fait, il y aura certainement une étude à mener pour savoir où est-ce qu'on réimplante de nouveaux lampadaires. Et là où on n'en installe plus du tout, et on les désinstalle parce qu'ils ne servent pas de toute façon. Et c'est du gâchis, c'est vraiment du gâchis. L'idée de cette opération d'envergure, c'est pas de remplacer point par point tous les candélabres. C'est évidemment d'optimiser comme le travail qu'on avait déjà fait à notre échelle tout seul, comme des grands, mais on avait supprimé déjà des points lumineux aux endroits où c'était superflu. Pascal, si tu veux compter. On a supprimé déjà 300 points lumineux en 2017. Et là, je pense qu'on pourra en supprimer encore beaucoup. J'en ai deux proposés. Mais il y a un travail qui avait été fait par les comités consultatifs à l'époque. De 2700 points, mais il est passé à 2400. Je crois qu'on pourra diminuer. L'idée, c'est d'être autonome dans notre façon de le voir. Oui, et puis surtout, mettre de l'éclairage où il y a besoin, mais qui est vers les arbres, ou plutôt dans les croisements, comme on a fait avec la nouvelle implantation Sur les platanes. qui a été faite dernièrement. Non, mais ça veut dire aussi qu'on pense l'éclairage public de façon complètement différente à la façon dont il a été pensé depuis des décennies. Ce que disait monsieur. Tout à fait, complètement. C'est repenser la ville, et son éclairage, et sa voirie. Et en fait, on ne se rend pas compte que notre réseau d'éclairage public, il peut nous amener tout un tas de données dont en fait on n'avait pas pensé auparavant, et il faut nous donner aussi une fonction supplémentaire que simplement éclairer les voies. Et ça, avec ce nouveau système, on pourra le faire. Donc, ce sera plutôt intéressant. Et puis après, on étudiera, le CIDER le fera à l'échelon départemental, mais ça n'empêche pas qu'on apporte notre pierre à l'édifice. On connaît dans le territoire les trames vertes, les trames bleues, et on peut très bien imaginer une trame noire qui traverse la commune de Thizay-les-Bourgs en ayant réfléchi à tout ça de façon intelligente, notamment en lien avec la faune, la flore et tous ces aspects environnementaux qui sont importants. Donc, je pense qu'on se retrouve sur ce sujet, et je vous propose qu'on fasse venir le président du CIDER, il nous l'a proposé, pour qu'il puisse nous présenter tout ça. On pourra mieux dormir. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon, je reviens sur le rapport d'adhésion au groupement de commande d'achat d'électricité auprès du CIDER qui est pour. Merci beaucoup. Nous arrivons au point numéro 9 et je vais laisser la parole à Michel Mangère qui va vous présenter les chantiers d'été édition 2022. Merci. Donc, depuis maintenant plusieurs années, la commune de Thizay-les-Bourgs s'associe au centre social dans le cadre des chantiers d'été. Ce dispositif est ouvert aux jeunes de 16 et 17 ans, résidant sur la commune, et le principe est une découverte du monde du travail avec un aspect citoyen. Les chantiers proposés sont variés et peuvent concerner différentes missions à vocation sociale et environnementale. Ces jeunes sont encadrés par un animateur du comité d'animation du centre social, mais également par des agents communaux. Il est proposé de reconduire ce partenariat et de fixer la participation de la commune à 20 € par jour et par jeune. Elle était dans les années précédentes de 15 €, et en plus il était donné accompagnement un passe-clic, puis des places de cinéma. Pour l'été 2022, 16 personnes ont été recrutées et effectueront chacune 10 jours de travail, rémunérés donc sur cette base de 20 € par jour. Une réunion a eu lieu la semaine dernière pour la répartition des missions. Pour ces 16 jeunes, il y en a 8 qui seront affectés à la voirie, 2 qui viendront en renfort dans les écoles maternelles Joseph Despierres et le Coquillage pour le ménage au moment des vacances, et enfin les 6 derniers au centre de loisirs pour encadrer les enfants au moment des repas, assurer la préparation et le rangement de la salle. Voilà, donc le conseil est invité à délibérer pour accepter la reconduction de ce partenariat et d'acter le principe d'une participation financière dans le cadre d'une subvention exceptionnelle au centre social à hauteur donc de 3 200 €. Merci beaucoup. Je pense que la présentation de Michel Mangère se suffit à admettre. C'est un dispositif qu'on essaye de reconduire chaque année hors période Covid. Est-ce qu'il y a des questions? Quand tu dis 20 € par jour, c'est 8 heures et 4 heures. C'est 4 C'est 4 heures par jour.
c'est... Ouais, ils vont payer 4 heures par jour, 10 jours, 4 heures par jour, voilà. Ça leur fait 200 euros. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si après, je mets au voie ce rapport sur les emplois jeunes qui est pour. Merci beaucoup. J'en profite pour vous informer qu'on procédera aussi au recrutement pendant l'été de 3 jeunes majors cette fois-ci, puisque ça rentrera dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier pour assurer l'accueil à la chapelle Saint-Georges, au sein de laquelle il y aura une exposition de peinture. C'est simplement une information. Je redonne la parole à Michel Berger qui va vous présenter cette fois le dispositif des chéquiers jeunes. On en a déjà parlé, mais maintenant on va délibérer de façon définitive. Donc, en remplacement du passe-clic qui ne suscitait plus beaucoup d'intérêt, un chéquier jeune va être proposé donc, aux jeunes de 11 à 20 ans, domiciliés à Thizy-les-Bourgs. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur le 1er septembre 2022. Il comprend plusieurs offres dont certaines nécessitent la participation financière de la commune et plus particulièrement une participation à hauteur de 10 € pour la souscription d'une adhésion à une association, 2 places de cinéma d'une valeur de 6 € chacune et un abonnement à la bibliothèque pour les jeunes à partir de 16 ans d'une valeur de 3 €, à savoir qu'avant, il y a gratuité. Donc un petit mot sur le principe, donc ce chéquier est gratuit et il est composé, donc maintenant il est finalisé, de 12 chèques. Donc il y en a 4 qui sont financés par la mairie et qui font partie de cette délibération. Il y en a un chèque pour les boulangers pâtissiers, un autre pour McDonald's, un autre pour les kebabs, un autre pour les instituts de beauté, un autre pour les coiffeurs, un pour une séance gratuite dans une salle de sport, un par le centre social à valoir sur une remise sur une activité, et enfin une dernière à l'auto-école pour une remise sur l'inscription au code. À noter qu'il y a 10 associations qui sont adhérentes à ce dispositif. Donc le chéquier est terminé, voilà, je l'avais prévu. Et donc on va faire la communication bien par tous les réseaux habituels, bien sûr. Et on a décidé pour la diffusion de faire une invitation. Donc on a prévu de le faire le vendredi 2 septembre à la salle du CAB. Donc les jeunes pourront venir pour chercher un chéquier. Ensuite, le lendemain, le samedi 3, dans chaque mairie des communes déléguées, ils pourront se présenter. On laisserait les chéquiers dans toutes ces communes pendant 2 semaines, de manière à ce que ceux qui n'ont pas pu venir puissent le faire. Et enfin, jusqu'à la fin du mois de septembre, on rapatriera tout en mairie centrale, de manière à ce que les derniers puissent en bénéficier. Voilà, donc tous ces chèques sont valables pour une durée de 1 an, jusqu'à l'été prochain. Voilà. Donc, merci beaucoup et merci aussi à tous les membres de la commission Action sociale qui ont travaillé pendant de nombreux mois. J'en vois dans le public, c'est pour ça que je me permets aussi de les saluer et de les remercier. On avait délibéré donc, sur le principe lors d'une dernière séance et ce soir on délibère sur la participation financière de la commune pour 4 des 12 chéquiers qui sont présents dans le chéquier qui circule d'ailleurs pour que vous puissiez vous rendre compte un peu à quoi il ressemble et il va arriver jusqu'à vous. Merci beaucoup Michel. Mais simplement une dernière chose, oui, dans les commerces partenaires et les associations qui adhèrent, il y aura un logo qui leur sera donné et qui sera... Comme l'école de musique, elle rentre pas là-dedans, par exemple. Si? Ah si, l'école de musique participe. Ah oui, j'avais pas compris. Donc c'est l'accord. Donc c'est avec l'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Ben oui, pareil, et je tiens à remercier tous mes amis, mes camarades, les membres qui ont fait vraiment un travail énorme, comme quoi l'intelligence parfois est utile lorsqu'on veut travailler ensemble. Par rapport à ça. Non, mais c'était pour clarifier les choses d'une façon. Elle est surtout collective. Aussi. C'est une collective. On est tous d'accord, merci beaucoup. Je vais quand même mettre au voie ce rapport pour la participation financière de la commune sur le chéquier jeune qui permettra de renforcer notre ambition par rapport à la première délibération qui est pour.
Merci beaucoup. Alors, nous arrivons maintenant à plusieurs attributions de subventions. La première concerne toutes les écoles de Marmande et je vais laisser la parole à Virginie Pérou. Ce serait pour l'attribution d'une subvention à caractère ponctuel au sous des écoles de Marmande. Suite au conseil d'école d'avril, nous sommes saisis d'une demande de subvention à caractère ponctuel à laquelle il convient de répondre. Les 3 classes de l'école de Marmande sont concernées par une sortie scientifique au laboratoire 71 à Dompierre-les-Ormes. Ce projet comprend 2 animations cadrées par un intervenant par classe pour les 2 classes élémentaires et une animation avec intervenant pour la classe de maternelle. Une visite des expositions avec manipulation possible est également incluse l'après-midi pour les plus petits. Le montant de cette sortie s'élève à 1 240,50 €, transport et intervenant compris, ce qui revient à 24,09 € par élève. Conformément à la décision prise lors du dernier conseil d'école, une participation financière sera demandée aux familles. Il est proposé d'attribuer à l'association du sous des écoles de Marmande une subvention exceptionnelle de 200 €. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je veux saluer le dynamisme du sous des écoles de Marmande. Remerciements auxquels j'associe aussi les enseignants, puisque c'est l'école, alors ça demande un effort financier de notre part, mais c'est l'école qui nous sollicite le plus pour des sorties de ce type-là, et je pense que c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'on propose d'aider cette sortie-là au Lab 71 pour un montant de 200 €. Il y a des observations, des questions? Non. Mais on voit qui est pour. Merci beaucoup. Une autre subvention qui vous est proposée ce soir est présentée par Michel Monger. Oui, donc c'est une subvention pour Solidarité Femmes Beaujolais. Afin de poursuivre le partenariat et soutenir l'action de Solidarité Femmes Beaujolais sur la commune, il est proposé au conseil municipal, comme il est prévu dans la convention signée en 2021, d'accorder une subvention de fonctionnement de 500 € à cette association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, Solidarité Femmes Beaujolais, c'est avant tout une association de proximité. Comme vous le savez, nous disposons d'un local d'urgence pour accueillir des personnes victimes de violences. Ce logement a déjà été occupé et nous avons pu constater la réactivité et l'efficacité de cette association. Un suivi des victimes régulier est fait jusqu'à ce qu'une solution de relogement soit trouvée, puis un accompagnement est mis en place. Donc vraiment, c'est un service de proximité qui est vraiment appréciable. Voilà. Donc, merci beaucoup. Vous vous souvenez, on a délibéré en octobre de mémoire sur une convention de partenariat avec cette association dans laquelle était annexé un volet financier qui restait affiné. C'est ce volet financier que nous proposons de mettre, de concrétiser ce soir. Et comme l'a dit Michel, c'est vraiment une association de proximité. Malheureusement, on a dû les solliciter récemment avec plutôt une intervention de grande qualité. Et dire aussi que c'est une petite association qui a vu le jour, il n'y a qu'une seule personne qui est salariée, et je trouve que vraiment il mérite d'être encouragé. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Qui est pour attribuer cette subvention de 500 €? Merci beaucoup. C'est une subvention que nous serons amenés à vous reproposer chaque année, puisque c'était le montant sur lequel qu'on avait proposé à la présidente de l'association et sa petite équipe, comme dit Michel. Donc on en reparlera, je pense, au moment du vote du budget l'année prochaine, au moment où on vote les subventions aux associations. Ce sera quelque chose de plus pérenne désormais. J'en arrive au point numéro 12,5, donc c'est le rapport complémentaire dont je vous parlais en début de séance et que vous avez dans vos pochettes.
pour une subvention exceptionnelle que je propose d'attribuer au comité des fêtes de Marmande, qui a repris depuis cette année de façon assez intensive ses activités qui étaient restées au point mort, comme beaucoup d'associations malheureusement, pendant la période Covid. Mais vous savez qu'une fois par mandat, on essaie d'accompagner de façon forte les comités des fêtes de chacun de nos villages. On fait à Tizy pour l'anniversaire du jumelage, on a fait à Mardor pour l'anniversaire de la foire. Et là, le comité des fêtes de Marmande souhaite donner une saveur un peu particulière à la fête qu'ils organisent le 13 juillet, qui consiste donc c'est un concept assez en plus sympathique, puisque ça met aussi en avant les producteurs locaux, puisque c'est le principe d'un barbecue géant, où les gens viennent se servir auprès des producteurs locaux en viande, le font cuire sur le barbecue, et ça permet à la fois d'avoir un aspect convivial, mais aussi de mettre en avant les producteurs locaux qui sont nombreux sur notre commune. Et ils souhaitent ce soir-là organiser de façon exceptionnelle un feu d'artifice, aussi pour mettre en avant la reprise des activités de cette association qui est dynamique comme l'ensemble de nos associations, et c'est pourquoi on vous propose une subvention exceptionnelle de 2500 € au comité des fêtes de Marmande, non pas comme Mardor, comme c'est indiqué dans la partie délibération, pour financer le feu d'artifice qui sera tiré, si les conditions d'approvisionnement en produits artificiels le permettent, et évidemment si le temps le permet, qui sera tiré le 13 juillet à Marmande. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, je les envoie ce rapport qui est pour. Merci beaucoup, sachant qu'on demande aussi aux associations qu'on aide beaucoup de participer à certaines manifestations dans l'année. Je pense à la marche des 5 communes, et il faudra aussi qu'on rappelle aux associations qu'on aide qui n'oublient pas de mettre la main à la pâte pour cette manifestation. Je parle sous couvert d'Elisabeth Daniel, ne souhaite pas intervenir, mais je le fais pour elle. Le point numéro 14 qui concerne les ressources humaines, c'est un rapport que le point numéro 13. Je vais laisser la parole à Cédric Chabon, c'est un rapport qui est très important. Je vous en dirai un petit mot tout de suite après. Cédric va vous présenter un peu de quoi il s'agit. Ça concerne la modification du PLU. Le PLU de Tizy-les-Bourgs a été approuvé par le conseil municipal le 16 juillet 2018 et en a fait l'objet de plusieurs procédures d'actualisation partielle depuis cette date. Monsieur le maire rappelle que le PLU est doté d'un projet d'aménagement et de développement durable, PADD. Ce PADD met en exergue plusieurs priorités majeures pour le territoire, à savoir, le premier axe est de définir un projet urbain qualitatif qui marque spatialement le regroupement des 5 anciennes communes. Le deuxième axe est de poursuivre le redéveloppement économique à travers des activités et du commerce. Le troisième axe est la préservation de l'agriculture, du paysage et de l'environnement en accord avec les grands principes définis dans la loi montagne. Le quatrième axe est la mise en place d'une politique volontariste dans le cadre de la transition énergétique. Aujourd'hui, le dynamisme général observé sur la commune, que ce soit sur le plan économique mais aussi en termes de construction pour l'habitat, se traduit par plusieurs demandes. Monsieur le maire souligne qu'il y a lieu de satisfaire ces demandes dès lors que celles-ci respectent le grand principe de notre document d'urbanisme. Monsieur le maire propose tout d'abord d'expertiser toutes les demandes pouvant impacter les prescriptions du PLU. Dans un second temps, des procédures d'actualisation partielle du PLU seront engagées. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser monsieur le maire à mener toutes les investigations pour mener à bien ces démarches nécessaires pour maintenir l'attractivité du territoire, d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier, d'autoriser monsieur le maire à mandater toutes dépenses relatives à ce dossier, dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, d'un affichage en mairie durant 1 mois, ainsi que des mesures de publicité réglementaires. Merci beaucoup Cédric. Le PLU, c'est notre document d'urbanisme qui régit l'ensemble des règles sur l'aménagement d'espace en général et sur les autorisations droit du sol. C'est un document qui est important, qui a été, comme l'a rappelé Cédric,
qui a été arrêté en 2018, mais c'est un document qui n'est pas figé, qui est censé vivre aussi en fonction des évolutions à la fois démographiques, mais aussi du dynamisme économique. Et donc on a déjà fait d'ailleurs plusieurs modifications de ce PLU pour diverses raisons. Là, ce qu'on propose ce soir, c'est de lancer la procédure de modification du PLU en lançant des expertises précises sur les projets qui nous sont présentés. Je vous disais tout à l'heure que j'ai rencontré récemment de nombreux chefs d'entreprise. C'était pas pour fanfaronner, c'était vraiment pour vous rappeler que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'était une des priorités du groupe majoritaire sur le mandat d'accompagner les entreprises pour se développer. Aujourd'hui, on a d'importants projets. Certains, je ne peux pas vous en parler ce soir, parce que j'ai promis aux chefs d'entreprise de vous en parler. Mais on a par exemple, un dont je peux parler, c'est Compulis qui souhaite investir des parcelles qui lui appartiennent, donc on n'a pas de problématique foncière, qui souhaite construire d'autres bâtiments sur des zones constructives en plus, donc on n'est pas sur l'agrandissement des zones constructives, simplement il manque un petit bout de 250 mètres carrés pour que le bâtiment tienne sur la parcelle. Donc là on est sur une régularisation et on a d'autres projets importants qui arriveront sur la commune dans les semaines qui viennent. Ces projets sont en train d'être affinés par les chefs d'entreprise avec leurs architectes et par la délibération de ce soir, ce que je souhaite, c'est qu'on ne perde pas de temps à répondre à leurs sollicitations quand leurs projets seront prêts, puisqu'on se réunit ce soir. On se réunira probablement d'ici la fin du mois de septembre. Et aujourd'hui, on va mandater, si vous en êtes d'accord, un cabinet d'études qui va, dès demain, expertiser les demandes des entreprises, regarder quelles sont les conséquences par rapport au PLU. Est-ce que le PLU est compatible, est-ce qu'il ne l'est pas? On sait que sur certains points, il ne l'est pas. Et donc, nous faire des propositions les plus rapides possibles, puisqu'on sait très bien que le temps de l'entreprise, c'est pas forcément le temps de la collectivité. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on perde le moins de temps possible pour accéder aux demandes des chefs d'entreprise. On a à la clé plusieurs dizaines de créations d'emplois qui viendront des projets qui ont été présentés ces dernières semaines. Je tiens quand même à souligner qu'on a affaire à un réseau de chefs d'entreprise qui est très dynamique. Et pourquoi, avec Bernard Payon, on suit de près le projet d'extension de nos zones d'activité? C'est d'abord pour répondre aux demandes des chefs d'entreprise qui sont déjà là. Il ne s'agit pas d'aller en chercher d'autres. D'ailleurs, on n'est pas les plus attractifs dans le département du Rhône pour attirer des entreprises. Par contre, on a des entreprises qui se développent et qui souhaitent se développer sur place. Donc l'idée, c'est qu'on puisse les accompagner à notre échelle. Et la première des choses que l'on peut faire, c'est de mettre en compatibilité nos documents d'urbanisme avec leurs projets. Donc là, on est vraiment au lancement, on va dire, de la procédure dans les grands principes. Vous voyez, on n'a pas détaillé l'ensemble des zones qu'il faut qu'on modifie parce qu'on ne les connaît pas encore, mais ça nous permet de mandater le cabinet d'études et on reviendra vers vous évidemment dans les séances qui suivent pour vous en dire un peu plus. Et évidemment, je pense qu'on aura l'occasion aussi d'aller rencontrer collectivement les chefs d'entreprise qui ont des projets pour qui vous expliquent aussi leurs activités, pourquoi l'activité est en croissance pour certains d'entre eux. Et en tout cas, voilà, ce soir, on lance les hostilités, entre guillemets, ça va être une procédure assez longue, plusieurs mois. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on avance le plus vite possible. Mais ça veut dire que c'est des créations, enfin, c'est des arrivées avec des constructions, non? Alors, on a tous les projets, c'est déjà des entreprises qui sont présentes sur la commune. Donc c'est le développement. On a des sites qui vont se développer de manière nouvelle et on a des extensions de sites existants. Mais les entreprises sont déjà implantées. De stockage, alors? Non, pas forcément. Bon, c'est moins intéressant. On va le savoir après, ça. Mais, non, mais c'est pas une extension d'activité. Mais je tiens aussi à dire que nous aussi, on est pour l'économie dans notre ville. On n'est pas... Non, parce que apparemment, il ne faut pas opposer mais les deux forces. En fin de compte, nous aussi, si demain... Après, une fois que je dis pas, tes projets peuvent faire bien. Non, mais voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté qui est pour, puis l'autre côté. Non, nous aussi, on est vraiment dans cette vision du monde où l'économie est aussi importante, mais d'une façon intelligente. Et puis, alors, ce que je peux vous dire... Est-ce que ça veut dire qu'on vous donne le blanc-seing? Non. Bon. Parce que moi, je lis ça, ça veut dire, bon... Non, une modification du PLU, il y a du travail, on consulte aussi ce qu'on appelle les PPA, les personnes publiques associées, que sont l'État, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce, différentes personnes. Non, c'est quelque chose qu'on vous présentera en détail. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les projets qui sont à l'étude ne vont pas impacter le zonage du PLU.
C'est-à-dire qu'on va pas rajouter, à part ce petit bout dont je vous parlais, de 200 et quelques mètres carrés, on ne va pas aller chercher de nouvelles zones constructibles. Si ça peut répondre aussi à une partie de ce qui peut être des inquiétudes aussi, qu'on peut partager ou non, hein, mais on ne va pas profondément modifier le zonage, c'est-à-dire qu'on... D'ailleurs, on pourrait difficilement le faire aujourd'hui avec les directives zéro artificialisation nette des sols. Simplement, on va essayer d'aller chercher des ajustements de réglementation, de hauteur, des limites de propriété, voilà, des choses comme ça pour que les projets puissent rentrer dans les cases. On ne va pas aller chercher de nouvelles zones constructives. Par contre, il est probable qu'on revienne, soit qu'on profite de cette procédure-là si on est prêt, soit qu'on revienne sur une autre procédure de modification par rapport à la zone d'activité Bourg de Thizy que l'on souhaite étendre. Vous vous souvenez qu'il y a des nombreuses parcelles qui ont été intégrées dans le PLU actuel de constructibles. Aujourd'hui, il y a des parcelles sur lesquelles on sait qu'on ne pourra pas construire. Pour tout un tas de raisons, des impacts paysagers, des impacts environnementaux. Donc là, les études sont en train d'être menées par l'accord conjointement avec nous. Donc l'idée, c'est qu'on puisse revenir aussi sur ce sujet-là pour essayer de, entre guillemets, je ne sais pas si c'est clair, mais de faire switcher certaines parcelles qu'on pourrait rendre à l'agriculture et d'autres qu'on pourrait réintégrer en constructibilité économique. Et on sait d'ores et déjà que l'ensemble des parcelles qu'on va intégrer au PLU de constructibles seront trop importantes par rapport au potentiel que la nature nous donnera, entre guillemets. Donc on reviendra là-dessus, mais les 32 hectares qu'on a rajoutés en 2018, ils seront trop importants, donc il sera probable qu'on rendra des terrains à l'agriculture pour aussi rendre cohérent nos documents d'urbanisme. Et il faudra aussi que nos documents d'urbanisme soient cohérents avec le SCOT. On était en réunion cet après-midi avec Pascal Mignon à ce sujet. C'est le schéma de cohérence territoriale qui est porté au niveau de l'ensemble du Beaujolais, donc Beaujolais rouge, Beaujolais vert, Beaujolais bleu, donc qui est en train d'être révisé ce SCOT et qui apporte des grandes orientations stratégiques. Pour l'instant, on en est entre guillemets à ce plan-là. Après vont arriver les aspects plus réglementaires. Il faudra que notre PLU soit compatible avec le SCOT sur l'ensemble du pays du Beaujolais. C'est quoi le Beaujolais bleu? Le Beaujolais bleu, c'est le Val de Saône. Et le rouge, le rouge, c'est le Beaujolais. Bon voilà, l'urbanisme, on aura l'occasion beaucoup d'y revenir. C'est des sujets très intéressants, qui sont complexes, mais c'est des sujets quand même intéressants puisqu'on parle de l'aménagement de l'espace et c'est des documents qui nous permettent aussi de dire de ce qu'on souhaite faire de notre commune sur des temps un peu plus longs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque d'une, comment dirais-je, il faut que je trouve le mot, d'entreprise qui souhaiterait s'installer, pas d'entreprise, mais des trucs comme de boulangerie, là, comment ça s'appelle cette ancienne? Ouais, mais il n'y a pas ce risque-là. Non, je parle des entreprises industrielles. Et l'imperméabilisation que ça va donner. Alors, on a dit zéro artificialisation. Ça, c'est l'objectif à 2050. Ouais, mais entre-temps, si on installe des entreprises, à un moment ou à un autre, on va imperméabiliser les terres. Et on a vu, les pluies diluviennes, il faut bien qu'elles aillent quelque part, ces pluies diluviennes. En fait, je vais reprendre ce qui nous était donné comme chiffres cet après-midi, qui sont très parlants. Sur l'ensemble du Beaujolais, depuis 10 ans, on a construit 900 hectares. On a 900 hectares en tout, sans compter les infrastructures routières. L'objectif de la directive des ânes, c'est de diviser ce nombre par deux pour les 10 ans qui viennent. C'est-à-dire qu'on construira 2 fois moins dans les ans qui viennent que ce qu'on a pu construire les 10 ans qui viennent de se passer. Donc ce qu'il faut, c'est que nous, notre petite zone, alors on ne va pas faire une zone immense, déjà ça n'a aucun sens sur le plan environnemental, et deux, après il faut aussi trouver les entreprises pour s'installer, après ça répond à d'autres problématiques. Mais en tout cas, nous ce qu'on souhaite, c'est accompagner celles qui sont ici et qui souhaitent se développer, mais on le fera en cohérence avec les réglementations qui sont là et qui n'ont pas vocation à s'assouplir dans les années qui viennent. Je pense que c'est une autre chose, sauf qu'il faut qu'on trouve cet équilibre-là. Sur les projets qui nous sont présentés, il y a un des gros projets qui réutilise des bâtiments qui sont déjà construits. Ça répond en partie à la question. Voilà. Oui, tu en diras plus la prochaine fois, parce que je suis très J'espère. intéressé. J'espère. Moi, je croyais que c'était au moins 300 emplois. Les impacts sur la ville. Mais au départ de l'introduction, combien d'enfants supplémentaires dans l'école? C'est un sujet qui m'intéresse aussi.
combien de médecins supplémentaires? Aussi. Moi, ça me rappelle le film de la Chouchou, l'expansion économique. Mais lors de votre introduction du départ, moi je crois que c'était au moins 2 d'emploi, mais là, On en est pas là. on arrive à 10. C'est bien aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport? Donc, qui est un rapport de principe, mais qui nous permet en fait de mandater aussi le cabinet d'études. Et qui permet aussi de vous donner quelques informations, même si je sais que vous aimeriez que je rentre plus dans le détail, mais évidemment que dès que je pourrais faire, je le ferai. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. J'arrive cette fois-ci au point numéro 14, qui concerne les ressources humaines. C'est un rapport qu'on vous présente de temps en temps, puisqu'en fonction des années venues dans nos services, il faut mettre à jour le tableau des effectifs. Et on propose ce soir de supprimer 5 postes. Donc un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet, un poste d'adjoint administratif à temps non complet, 17h30, un poste de technicien principal de deuxième classe à temps complet, un poste d'agent de maîtrise à temps complet, un poste d'adjoint technique à temps non complet pour 20 heures. On propose de créer un poste qui est un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet. Alors, ces suppressions de postes dans le tableau des effectifs, ce n'est pas des postes qu'on supprime et des gens qu'on fout dehors. Pour que tout le monde comprenne bien, simplement, dans la fonction publique territoriale, il y a des systèmes de grades et d'avancement de grades, et il faut que le tableau des effectifs puisse accueillir les agents qui ont un certain grade quand on les accueille, et quand les agents partent en retraite, il faut supprimer les postes qu'ils occupaient. Auparavant, il faut voir ça comme des postes, comme une chaise sur laquelle on s'assoit, mais pas comme des personnes devant. Donc, par exemple, les suppressions de postes qu'on propose, il y a sur les 3 départs en retraite, il y a un poste qui est devenu libre parce que l'agent a progressé dans sa carrière, et le dernier c'est pareil. Et sur le poste qu'on crée, c'est un poste qu'on a besoin de créer parce que l'agent qui a progressé dans sa carrière, on n'a plus besoin de son poste qu'il avait auparavant, on a besoin de lui créer le poste sur le nouveau grade qu'il a pu acquérir dans le cadre des avancements de grade des agents de la fonction publique. C'est plus clair comme ça? Je pense que j'ai une question bête. Quand oui. vous avez quelqu'un qui monte en poste, vous êtes obligé de l'accueillir chez vous ou pas? Alors, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc vous êtes obligé de le garder, donc il va... Ouais. Ah bah oui, puis des fois on les encourage aussi à progresser Ouais, dans non, leur carrière. En fait, il y a 2 façons de prendre du grade, entre guillemets, dans la fonction publique. C'est l'avancement, on va dire, naturel avec le nombre d'années. Et quand on arrive au dernier échelon du grade, avec quelques années de plus, on prend un grade supérieur. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle la promotion interne. Certains agents peuvent être éligibles à avancer sur un grade, mais pas de façon naturelle, de façon, on va dire, pas unilatérale, mais sur décision du maire. Ce qui lui permet parfois de récompenser un agent méritant. Oui, c'est pas sur concours. Comment? C'est pas sur concours. Le concours permet d'accéder à des grades, évidemment. Par contre, moi je ne comprends pas, c'est que ce nouveau poste, donc il va faire tous les 4 postes? Non. Non, mais c'est une blague. Mais en fait, sur les 5 c'est une blague, mais moi ça me... Ouais, je vous explique. On a un tableau des effectifs dans lequel on a tous les postes qui sont là. Alors tous ne sont pas pourvus. On a des postes qui sont disponibles parce qu'on les garde, parce qu'on sait qu'on a des recrutements à venir. Sur les 5 postes que l'on supprime, on a eu 3 départs en retraite, et on a eu 2 postes qui sont restés libres par avancement de grade. Il y a un des 2 avancements de grade qui est arrivé sur un poste qui était déjà disponible au sein du tableau des effectifs. Donc en fait, on n'en crée qu'un pour le 2e agent pour lequel il n'y avait pas de poste de crédit. Donc en gros, c'est qu'on n'a plus besoin de filière technique et filière administrative pour les 4 postes sur notre commune. Ces postes-là ne sont plus pourvus. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus aimé ce service-là. Si. Si. Parce que... si, c'est pas si clair que ça. Non mais par exemple, les départs en retraite, on les remplace. Sauf en termes de personnes physiquement présentes dans le service. Et ceux-là, on les a remplacés sur des postes qui étaient déjà présents dans notre tableau des effectifs. C'est clair, ouais. Oui, on a eu 3 départs en retraite, ils ne sont pas tous remplacés. Si, tous. Pièce à pièce, oui. Poste à poste. Oui. Enfin, pas poste à poste. Effectif constant. Par exemple, au service technique, on a un responsable de service, d'équipe qui est parti, on l'a remplacé par un agent qui était là, et l'agent qui était là, on l'a remplacé par un recrutement externe. Effectif constant pour les départs en retraite.
Ouais, parce que là, c'est vrai que c'est pas clair. Non, mais c'est pour ça que j'ai essayé de préciser. C'est vrai, parce que le commun des mortels Ça fait combien de personnes en fait les effectifs? Comment? Tout global, ça fait Tout confondu, on a 68 agents. 68 agents. Bah, c'est une grande chose. On a des agents titulaires, on a des agents actuels. Je me rends pas compte. 68 agents répartis principalement services administratifs, techniques, agents des écoles, services de police, l'espace France service, conseiller numérique, le policier municipal. Moins 4. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc là, on est vraiment sur un rapport très administratif. Hein. Il ne s'agit pas de valider des recrutements ou des licenciements. S'il n'y a pas de questions, je mets de voix la mise à jour de ce tableau des effectifs. Qui est pour? Oui. Abstention 1. Non, je ne suis pas abstenu, moi, j'ai levé la main. Une abstention. Merci beaucoup. Nous arrivons au bout des points prévus à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des adjoints qui souhaitent prendre la parole pour donner des informations sur les élections qui les concernent? Pascal Vignot. Donc un point sur les travaux que je vous avais exposés lors de la commission générale du 4 avril. Donc d'abord les travaux d'accessibilité. Donc on avait retenu 12 bâtiments. Le chantier est en cours. Il sera terminé environ le 25 juillet. Vous avez les entreprises et les montants qui sont notifiés sur les décisions du maire. Vous regarderez le tableau. Donc il y a une bonne coordination entre le maître d'œuvre et les entreprises entre elles. Donc on est assez rassuré pour avoir terminé autour du 25 juillet. Voilà, les travaux espaces socio-culturels de Jeanne d'Arc. Donc la 12e tranche a commencé début juillet. Et donc là on est parti pour un chantier d'environ 20 à 24 mois. Ensuite, les travaux mairie, services administratifs et espace France Service. Donc on aura une première réunion où toutes les entreprises sont retenues et on aura une première réunion prévue le lundi 11 juillet. Et ce sera un chantier qui va durer environ 6 mois. Donc ça concerne les travaux aussi bien sur la mairie de Thizy et également sur la mairie de Bois-de-Thizy. Un autre point d'information aussi, et je l'ai gardé pour la fin parce que ce sont des recettes pour une fois, pas que des dépenses. Donc lors du conseil municipal du 4 avril, on avait pris une délibération pour modifier le plan de gestion au niveau de la forêt communale. Donc la vente a eu lieu le 23 juin dernier. On a eu les résultats lundi matin par le technicien de l'ONF. Donc on avait mis un prix de retrait à 58 000 €. Il y a eu 5 offres, une seule au-dessus à 60 100 €. Donc c'est la scierie Ducret de l'Inde, du 01, qui a été retenue. Donc on voit que ça se stabilise aussi la vente du bois, et je crois qu'on peut dire merci aux techniciens de l'ONF de nous avoir conseillé d'avancer d'un an, parce que je pense que dans 6 mois ou dans un an, le cours du bois aura pas mal baissé. Voilà. Merci beaucoup. Avant de céder la parole à nos adjoints qui souhaitent la prendre, juste, je rebondis sur ce qu'a dit Pascal sur l'attribution des marchés, notamment des marchés de travaux. Juste pour vous donner l'information, c'est que c'est pas propre à Thizy-les-Baux, l'ensemble des collectivités sont face à ce problème, c'est qu'on a de plus en plus de mal à avoir des entreprises qui répondent à nos marchés publics. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où en fait c'est parce qu'elles ont souvent beaucoup de travail et qu'elles n'ont pas le temps de répondre, notamment sur la partie administrative de nos marchés. Mais ça nous pose quand même quelques difficultés, et notamment on perd beaucoup de temps à relancer les marchés, et ensuite quand on n'a toujours personne à consulter au gré à gré les entreprises. Donc il faut que vous en ayez aussi conscience. En revanche, on a quand même quelques surprises marginales sur les coûts des travaux pour l'instant, mais qui restent largement maîtrisés, et en tout cas pour l'instant on n'a pas de grosses difficultés sur les hausses
qui peuvent être liées à la hausse des coûts des matières premières notamment et d'approvisionnement. Pour l'instant, on n'est pas trop touché, on n'est pas seulement touché par le fait que les entreprises artisanales locales ont beaucoup de travail et qu'elles ont du mal à répondre au marché public. Mais comme Pascal l'a dit, on arrive tout de même, en travaillant beaucoup, à tenir les délais, parce que les délais, c'est important qu'on puisse les tenir pour pouvoir toucher les subventions qu'on a obtenues sur les différents projets. Donc, voilà. Et ceux qui sont membres des diverses commissions des achats et appels d'offres sont bien au courant de tout ça. Donc on peut dire aussi que les maîtres d'œuvre avaient bien revu leur estimation par rapport au prix des matériaux. Parce qu'il y a un très peu d'écart. Merci, je vais laisser la parole à Elisabeth Plania qui nous donne quelques informations. Alors j'ai deux informations. Premièrement, le prix des incorruptibles, donc ce sont les livres qui sont sélectionnés pour les enfants au niveau des écoles. Donc la commande est partie en fonction des effectifs prévisionnels de l'année 2022-2023. Donc un tout petit peu plus cher que l'année dernière, mais ça va osciller autour de 2 000 €, parce que j'ai essayé d'équilibrer et puis que les enfants aient le temps de lire, parce que c'est quand même bien agréable de voir tous ces petits venir voter, et puis ça leur apprend à devenir citoyens. Donc je trouve que c'est bien. Une deuxième information à la demande de quelqu'un qui ne fait pas partie du conseil municipal et qui souhaitait que l'office du tourisme soit réouvert. Donc l'office du tourisme de Tizy va être réouvert tous les samedis matins de 10h à 12h à partir de samedi, logiquement. Alors pourquoi? Surtout pour pouvoir présenter les traboules. On a déjà fait une première partie de chantier sur les traboules. Je ne sais pas si vous avez pu y aller, mais c'est quand même agréable et c'est joli. Et il y a pas mal de gens qui demandent à visiter les traboules, notamment le 8 juillet. Je crois qu'il y a un groupe. Donc il y aura un numéro de téléphone, on contactera la mairie, qui contactera, bon je vous dis qui c'est Alain Poisin, qui aime Tizy et qui m'a dit ça serait bien qu'on réouvre. Donc il a mis des photos, je suis allée regarder, il a mis quelques photos des traboules, et puis c'est bien de faire vivre un espace qui existe, et puis qui était vide et bien délaissé. Donc voilà, j'espère que ça marchera, qu'il y aura du succès, et puis 2 heures par semaine, je trouve que c'est pas mal pour un début. Merci beaucoup, j'en profite pour remercier Alain Poisin, puisque tu l'as cité, qui donne beaucoup de son temps, c'est aussi parce qu'il en a beaucoup, mais qui donne beaucoup de son temps à la commune. Je laisse la parole à Nathalie qui va vous parler CPTS. Donc c'est pour un peu rebondir sur ce que vous avez dit sur le manque de médecins. La CPTS, qui est une communauté professionnelle territoriale de santé de l'Ouest rhodanien, a été créée et les ACI ont été signés la semaine dernière. Donc la CPTS et le groupe dont je fais partie avaient décidé il y a quelques mois de faire une journée pour attirer des internes en fait, des internes en médecine générale. Donc il y a eu une campagne d'affichage qui a été faite dans les facs de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble. Et le résultat, donc c'était en fait, la matinée était en atelier, donc avec des médecins qui étaient déjà implantés, des nouveaux médecins de cours par exemple, qui venaient de s'implanter, des personnels, des auxiliaires médicaux comme les infirmiers, les kinés. Il y avait l'accord qui était partie prenante, Patrice Verchère, pour venir expliquer un peu le devenir du territoire d'accord. Et l'après-midi, donc à midi on mangeait sur place et l'après-midi c'était récréatif. Le bilan ça a été 0. Voilà. Un seul interne est venu qui fait en fait sa thèse sur la CPTS et qui vient en tant qu'intéressé plus que... voilà. Donc je ne sais pas comment il faut faire. Les nouveaux médecins ont des ponts d'or. Donc ça ne les intéresse pas évidemment de venir ni sur Tizy-les-Bourgs, à part s'ils ont des ancrages familiaux. Donc une nouvelle journée va être essayée en septembre prochain d'être organisée, donc septembre 2023, ce septembre-là. C'est difficile de faire bouger. A priori, il faut les prendre par les mains et puis les amener chez nous, vraiment, voilà, en leur disant quel train il faut prendre, aller les chercher à la gare. Voilà. Après, je pense que la problématique est de partout. Hein. Même sur Lyon, il manque de médecins. Donc, voilà.
il y avait la directrice de l'hôpital, Madame Faure, hein, et ils sont prêts à proposer ce qui, a priori, plaît bien aux nouveaux internes, des postes à mi-temps à l'hôpital et l'autre mi-temps libéral. Donc à voir. Mais bon, de toute façon, la problématique, elle est toujours là et je pense qu'elle va rester là pendant un bon bout de temps. Tout en sachant qu'on fait glisser des choses des médecins aux infirmières, aux nouvelles infirmières azalées, aux nouvelles infirmières qui ont le droit, avec des spécialisations évidemment, de seconder les médecins pour des renouvellements d'ordonnances. Mais bon, ça ne va pas remplacer les choses. Et les infirmières aussi, on en manque, puisqu'il y a des services qui ferment pour manque d'infirmières et d'aides-soignantes. C'est quoi, voilà. azalées? Comment? C'est quoi, azalées? Alors les infirmières azalées, en fait, c'est des infirmières qui sont attachées à un médecin, hein, comme par exemple le docteur Vaillant, et qui vont chez les gens, qui font de l'éducation, par exemple pour le diabète, des choses comme ça, et qui ont déjà une spécialisation elles aussi. Voilà. C'est tout. Donc si apparemment ce que vous dites c'est que ça va être long, et je veux bien croire que ça va être long, cette situation où on va manquer de médecins, en fait ce serait peut-être intéressant d'aller directement voir nos lycéens, au lycée de Tizi, d'aller voir s'ils ne sont pas intéressés par faire médecin chez nous. Avec une bourse de... Après médecin chez nous, moi j'ai 58 ans, j'ai fait mes études à Lyon, déjà. Quand j'étais à l'école d'infirmière, on disait qu'on allait manquer de médecins. Je n'ai pas fait mes études à 40 ans. Voilà. Après, la population s'est féminisée beaucoup, ce qui n'aide pas non plus. Alors, c'est pas du tout. Les femmes médecins sont très bien, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en fait, elles ont envie d'avoir aussi une vie de famille, elles ont des enfants et souvent elles ont des horaires. Après, les médecins aussi ne sont plus les médecins. Il faut qu'on arrête de croire qu'on aura les médecins de famille comme on avait il y a 20 ans. Les médecins, après, font des horaires et ont des vies de famille aussi. Hein. Mais donc, par exemple, dans les autres maisons médicales, est-ce que je ne sais pas s'il y en a plus, hein, moi je ne suis pas allée vérifier, je voulais le faire, je n'ai pas le temps malheureusement. J'ai voulu toutes les appeler, savoir s'ils avaient des médecins, est-ce qu'ils sont salariés, qu'est-ce qu'ils proposent? Alors, s'ils ont, l'idée, c'est pas que... Alors, par exemple, les médecins de cours qui sont venus, les derniers médecins qui sont arrivés chez nous, c'est des médecins, ceux qui sont à cours, hein, elles ne sont pas du tout salariées. Enfin bon, je sais pas, tu me diras si je me trompe, hein, mais en Pleupuis, c'est pas non plus une réussite phénoménale. Hein. Et eux, ils sont salariés. Mais il y en a des médecins. Il y en a, mais ils pressent pas, ils sont pas médecins traitants. Le bon problème, il est là en fait. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez jamais le même médecin. C'est ça. De toute façon, quand vous dites qu'on va faire une croix sur les médecins famille, il faut la faire tout de suite. Quoi. Après, je pense que... Il faut un accueil, après, il y a toujours le même bonhomme avec les mêmes lunettes. Les nouvelles études médicales vont changer, hein, puisqu'on va l'internat va augmenter d'1 an pour leur permettre obligatoirement de faire du libéral. Voilà. Donc ça va aider ça aussi, hein, parce qu'une fois qu'ils auront fait peut-être 1 an dans un endroit, ben, ils rencontreront avec un peu de chance une copine, un copain, et puis ils trouveront pour un premier niveau. Mais les médecins qui sont venus jusqu'à maintenant, c'est qu'ils avaient des attaches par là, ou alors le mari, la femme qui était d'origine ici. Ce qui pose souci aussi, c'est que pendant quelques temps, les médecins de chez nous n'ont pas pris d'interne aussi. Parce que vous prenez M. Vaillant, le docteur Vaillant était l'interne de M. Delsol, Madame Mourgue était l'interne du docteur Laprey, le docteur Dénet était l'interne et le remplaçant du docteur Vaillant. Voilà, c'est tout. Après, on ne peut pas obliger les gens à venir. Hein. Oui, non. Voilà. Et là, ou alors, il faut faire comme on fait avec les infirmières. c'est-à-dire C'est-à-dire, quand vous vous mettez en libéral, ils regardent où vous vous mettez. Et alors maintenant, c'est l'AS, hein, c'est plus la DRAS. Mais ils vous disent, bah non, là, il y a trop d'infirmières, donc vous n'avez pas le droit de vous mettre, il faut vous mettre ailleurs. Voilà. Mais le souci, c'est qu'il manque des médecins même dans les grandes villes. Donc, voilà. Voilà. On garde espoir quand même. Merci beaucoup. Tout ça montre bien qu'il n'y a pas de solution miracle, hein, et que ça va être difficile. Ça n'empêche pas de travailler. Hein. Je suis content que la directrice de l'hôpital puisse
accepté de travailler sur des postes hybrides, entre guillemets, médecine hospitalière et médecine de ville. Je l'avais proposé il y a 3 ans déjà, j'en avais parlé autour de cette table. Mais c'est peut-être des choses qu'il faut qu'on travaille de façon un peu plus concrète maintenant. Donc, voilà, merci pour ces informations. Cédric, tu voulais intervenir sur la voirie? Oui, c'était juste pour dire que les 3 gros chantiers qu'on avait en cours là ont été réceptionnés. Donc le chantier de la traversée de Mardeur, le chantier de la traversée de la Chapelle de Mardeur et donc la partie des travaux de Tizy qui sont terminés actuellement. Voilà. Donc je vous invite, comme disait Elisabeth, à aller vous balader dans les travaux. Et le chantier là, qui est dans la Claire, on a l'impression que c'est à l'arrêt. Le chantier dans la Claire, je vais vous laisser passer. Mais super dangereux celui-là. Le chantier de la Claire, on aura vécu des péripéties du début jusqu'à la fin. Et donc, quand on est loin de la fin, il faut s'attendre à en trouver d'autres. Comme vous le savez, la démolition a démarré il y a quelques semaines, quasiment quelques mois maintenant. Simplement, ça rejoint ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Maintenant, il nous faut un maçon. Le maître d'ouvrage, c'est Epora, qui avait acheté pour nous les différents têtements immobiliers. Aujourd'hui, il manque un maçon pour pouvoir terminer le chantier de façon correcte et propre, sauf que Epora n'arrive pas à trouver un maçon pour terminer le chantier. Donc la partie démolition, elle est quasiment terminée. Maintenant, il y a la partie talus à faire en bas, entre la route et puis les parcelles qui sont en dessous, terminer les murets pour qu'ils soient propres, enfin voilà, finir le chantier. Et simplement, on attend le maçon, donc on rencontre Epora vendredi matin pour faire un point avec eux là-dessus, parce qu'ils ont aussi des process et des procédures plutôt qui sont très lourdes, ce qui fait que ça rend quand même compliqué d'aller trouver des artisans locaux, donc on va essayer de se mettre à leur service pour leur donner un petit coup de main là-dessus, qu'on puisse finir le chantier, parce que je trouve que ça a été un beau chantier, ça fait une belle ouverture sur la rue Alexandre Chapin, et qu'on puisse débarrasser toutes ces barrières. Et on fait un point aussi vendredi avec Epora pour aborder la suite du quartier de la Claire, donc on parlera de tout ça lors de la prochaine séance. Ben oui, parce que là, c'est que le début, pratiquement. Après, il y avait... C'était la première étape concrète du projet du quartier. Il faut qu'on la termine avant d'avancer sur... alors, on avance en temps masqué. Je pense que c'est pas fini, qu'on ne travaille pas sur la suite. Mais on pourra déposer de demandes d'autorisation d'urbanisme, notamment auprès de l'ABF, que quand on aura terminé cette première opération. Ce que vous avez accordé permis de démolir, à condition aussi d'avoir une vision d'ensemble sur le quartier, donc on peut difficilement avancer. Donc on les rencontre vendredi pour aider à trouver un maçon et puis aborder la suite du scénario. Mais le scénario vous avez été présenté en commission générale l'année dernière. Donc pour l'instant, nous on est toujours là-dedans, et maintenant il faut qu'on rentre dans l'opération. Parce qu'en fait, idéalement, le chantier tout fini, il y en a pour combien de temps? Non, mais je sais pas, c'est 6 mois, 2 ans, 5 ans, je m'en avec la rue Saint-Roch. Totalité du projet. En fait, ça peut jamais s'arrêter, puisque le périmètre, il est très large. C'est l'ensemble des îlots qui sont autour. Là, ce qu'on souhaite, nous, c'est, une fois que la démolition sera terminée, c'est de travailler sur des espaces de stationnement en face, sur l'ancienne carrosserie, et de travailler sur l'immeuble qui est, entre guillemets, entre les 2 rues, pour y accueillir de nouveaux logements. Et on aimerait, si on peut, traiter aussi la pointe entre la rue Marie-Couturier maintenant et la rue Alexandre Chapin. Et après, c'est un périmètre qui reste, on va dire, en place tant qu'on n'a pas dit qu'on ne voulait plus traiter le reste. Donc, il y a une partie qui reste quand même d'initiative privée. L'idée aussi, c'est quand même d'inciter, en faisant ce qu'on fait, d'inciter aussi les propriétaires privés de faire la même chose que nous. Mais le scénario tel qu'on l'a envisagé, qui n'est pas trop ambitieux non plus, mais il va bien nous mener encore 3-4 ans quand même. Oui. Moi, en fait, c'est pour le parc du Rhône, à savoir, est-ce qu'ils ont une date pour la démolition des bâtiments sur rue Clotilde-Charlin? J'allais vous en parler. Je finis juste le tour des adjoints et après je vous donne des informations sur le parc du Rhône, puis j'ai rencontré le directeur général la semaine dernière. D'autres adjoints souhaitent intervenir? Bon, du coup, j'y viens directement. Donc, j'ai reçu la semaine dernière M. Engelbert, qui est directeur général de l'OPAC du Rhône,
pour faire un point sur différents dossiers, dont celui qu'on appelle le protocole habitat, c'est-à-dire les projets de démolition de résidences, avec en face des projets de reconstitution d'offres de logement. Donc, au niveau démolition, 3 résidences sont concernées, donc la résidence Merle à Thizy, la résidence Léon Goutard à Bourg-de-Thizy et la Croisette à Bourg-de-Thizy. Celle qui ira probablement le plus vite, c'est la résidence Merle de Thizy, puisqu'il ne reste plus qu'un logement qui est théoriquement occupé par un locataire, mais qui ne l'occupe pas, sauf qu'il n'a pas remis les clés et qu'il n'a pas déménagé ses affaires. Donc là, l'idée, c'est de démolir les résidences qui comportent 12 logements, avec les deux bâtiments cumulés. Et là, le projet qui est envisagé par le Pacte du Rhône, c'est de reconstituer une offre sur place avec des maisons de ville avec jardin, des maisons jumelées, comme on peut les trouver par exemple rue Roland de la Platière ou rue Christ-Loré. Donc là, ça serait 7 logements en maison individuelle qui seraient reconstitués sur la parcelle qui est proche de l'école maternelle. Ça, c'est le premier point, ça veut dire que c'est le plus simple. Ensuite, il y a la résidence La Croisette, donc à Bourg-de-Thizy, qui est vouée à la démolition également. Là, on a encore quelques locataires dedans, 4-5 locataires, sachant que c'est dans cette résidence aussi qu'on loge les réfugiés ukrainiens. Donc on avait une famille qui était là depuis quelques semaines, presque quelques mois maintenant, et on a une famille qui est arrivée aussi cette semaine dans ces logements. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'urgence à démolir, c'était pas prévu cette année, hein, mais il y aura aussi ce paramètre à prendre en compte. Ça veut dire que si les réfugiés ukrainiens s'inscrivent dans la durée et souhaitent s'installer en France, il faudra qu'on leur trouve un logement de droit commun classique, logement social, parc privé. Bon, ça, c'est pas compliqué. Ça permet de nous donner l'information qu'ils sont logés ici. Donc là, on est sur un timing un peu plus long avec une démolition 2024-2025. Sur cette résidence-là, il n'y a pas de projet de reconstitution sur place. Et pour l'instant, ce sera une réserve foncière qu'on se garde pour éventuellement d'autres projets d'habitat à l'avenir ou d'autres projets communaux, sachant que la parcelle appartient à la commune pour les abords et au Pacte du Rhône pour l'emprise des bâtiments comme souvent. Vous savez, des fois on a fait des rétrocessions dans un sens ou dans un autre. Et sur Léon Goutard, donc là on a 4 bâtiments qui restent et qui constituent aujourd'hui la résidence Léon Goutard, parce que 2 bâtiments ont déjà été démolis. Ce qui était envisagé au départ, c'était de démolir les 4 bâtiments pour reconstituer de l'offre sur place. Aujourd'hui, le Pacte du Rhône réfléchit à faire ça en 2 phases. Donc, démolir dans un premier temps les bâtiments 1 et 2 qui sont le plus proches du City-Stan, donc le plus en bas en fait, pour pouvoir reconstituer de l'offre aussi type maison individuelle, enfin maison jumelée, on va dire logement individuel avec jardin. Et sur les bâtiments 3 et 4, ça se ferait dans un second temps, sachant qu'il y a quand même plus de locataires encore à reloger dans cette résidence, ce qui nous permettrait de loger ceux qui restent dans le bâtiment numéro 4 et de démarrer plus vite que prévu la démolition des 2 premiers et de phaser en fait et d'arriver plus tard sur les 3 et 4. Ce qui n'est pas incohérent, ça permettrait d'aller plus vite aussi sur la réhabilitation de ce quartier avec aussi le projet de mosquée verte qui est là et ça permettra d'intégrer aussi l'ensemble de ce projet avec le milieu urbain et le 3 et 4 sera traité dans un délai de 3 à 4 ans. Voilà où nous en sommes. Donc, par contre, sur la démolition des 2 premiers bâtiments, on est sur un ordre de service, c'est-à-dire un démarrage des travaux qui pourrait intervenir en 2023, fin 2023. Voilà. Sachant qu'on reconstitue plus partie de ce qu'on démolit, parce que ce qu'on souhaite aussi, et c'est le but de tous les programmes auxquels on a souscrit depuis maintenant 5-6 ans, c'est qu'on souhaite aussi reconstituer de l'offre de logement social en centre-bourg. Quand on parlait d'Empora tout à l'heure et du quartier de la Claire, on peut envisager notamment que le Pacte du Rhône réinvestisse l'immeuble dont je vous parlais pour y faire du logement social. Mais il y a d'autres aussi bâtiments dans le centre-ville, on vous en parlera mais dans quelques mois, parce qu'on avance très très lentement sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet complexe sur l'îlot place du commerce, où là on travaille avec le Pacte du Rhône aussi pour réinvestir ces logements de centre-bourg qui sont vacants. Et on travaille aussi avec d'autres partenaires, et donc on a fait un point assez intéressant avec le Pacte du Rhône la semaine dernière. Ça répond à la question? Oui. Moi, j'en ai fini avec les informations diverses. Vous avez dans vos pochettes les décisions que j'ai prises, comme d'habitude, autour de l'article 2122 du Code général des collectivités territoriales. Vous retrouvez l'allocation des biens communaux, le renouvellement des concessions dans les cimetières, les remboursements de sinistres,
des achats. Oui, en commission des achats. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Si on n'a pas, je vous remercie beaucoup.